Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la tier list du mois de février. Et ce mois-ci j'ai décidé de faire un petit peu différemment puisque au lieu de faire une tier list et un top flop, j'ai décidé de faire une tier list en deux parties. Donc cette vidéo sera la première partie et il y aura une vidéo la semaine prochaine avec la deuxième partie. Dans cette première vidéo, 15 mangas présentés, dans la deuxième il y en aura 13, pas mal de lectures ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans plus tarder. C'est parti. Et on commence avec le tome 18 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est un manga de Tatsuki Fujimoto. Il avait eu une première partie du tome 1 au tome 11 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la deuxième partie a commencé depuis le tome 12. Et je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec cette deuxième partie, je pense que je suis pas le seul. Là on est quand même 7 tomes après le début de cette deuxième partie. Et tout ce qui me fait continuer la série, c'est le trait de Tatsuki Fujimoto que j'aime beaucoup. Et mon attachement au personnage de Denji, que j'avais déjà beaucoup apprécié dans la première saison. Je passe pas un moment désagréable de lecture à chaque fois, mais il n'y a pas grand chose qui me donne envie de lire le tome, ni qui m'anime vraiment à découvrir la suite, là où dans la première saison c'était j'enchaînais les tomes et j'étais super content de découvrir la suite à chaque fois. On est quand même à 18 tomes en tout, 11 tomes qui me plaisent, 7 tomes qui me plaisent beaucoup moins, donc on va peut-être à un moment arriver dans le même cas que To Your Eternity qui était un manga que j'ai adoré. En tout cas j'avais adoré le début de la série, il me semble que c'était jusqu'au tome 8-9, quelque chose comme ça, et la suite m'avait totalement perdu, et au bout d'un certain nombre de tomes, quand la partie qui ne me plaisait pas était devenue plus grande que la partie qui me plaisait, j'avais décidé de me séparer de la série. Donc je pense que ça sera un petit peu la même chose avec Chainsaw Man si ça continue comme ça. Je vais donc mettre un 12 sur 20 à ce tome 18 de Chainsaw Man. On enchaîne avec Colori Coloré Creare, le tome 1. C'est une série de Kozue Amano qui est connue pour avoir fait Aria notamment et Amanchu. Aria que je n'ai pas encore découvert mais que vous découvrirez dans les achats manga du mois de mars, que petit spoil, j'ai déjà les tomes de Aria et j'ai même déjà commencé à lire. Mais j'avais lu Colori Coloré Creare avant Aria. En gros, on va suivre le personnage de Nodoka qui va avoir une mission, retrouver une petite fille du nom de Aka. Elle vit avec son grand-père dans un moulin à vent qui sert maintenant de café et sa passion, c'est l'exploration. Et dans cette phase d'exploration, elle va trouver un grand chat noir qui est peut-être une divinité. Et tout ça va donner un petit peu de fil à retordre à Nodoka. Bon, maintenant que j'ai lu Colori Coloré Creare et une partie d'Aria, on voit vraiment le lien entre Aria et ce qu'a voulu faire l'autrice dans Colori Coloré Creare, c'est-à-dire créer une tranche de vie très mignonne avec tout ce qu'elle aime, des beaux paysages, des enfants, des chats, en mettant dans celui-ci par rapport à Aria en avant toute la magie, toute la candeur de l'enfance. J'ai vraiment beaucoup aimé le style graphique de l'autrice dans ce premier tome. Au niveau du scénario, c'est pas ça qui m'a transcendé, je dois le dire. Mais quand on lit Aria ensuite, on voit que Kozue Amano met pas toutes ses forces dans le scénario. Sa force, ça va être vraiment dans la bienveillance de ses personnages, dans les paysages qu'elle va dessiner et dans le bien-être que doit nous apporter la lecture de ces mangas. C'est pas une lecture qui m'a époustouflé, mais en tout cas j'ai passé un bon moment de lecture en regardant ces jolis dessins et l'autrice a réussi à me faire ressentir ce sentiment de bien-être. Donc je pense que la mission est accomplie. Donc ce sera pour moi un 14 sur 20 pour ce premier tome de Colori Coloré Creare. On continue avec le tome 16 de Dandadan. Je vais pas y passer des heures, mais en gros les tomes s'enchaînent et le sans faute continue avec Dandadan. Et pourtant on peut pas dire que c'est linéaire puisque l'auteur s'essaye à chaque fois à des mécaniques différentes. Par exemple là il a essayé cette mécanique du jeu de société, jeu de rôle, et encore une fois c'est fait avec la manière, ça fonctionne à merveille et c'est juste excellent en fait. Il est en train de nous créer l'un des meilleurs shonen que j'ai jamais lu et je suis ravi d'assister à l'avènement d'un shonen comme ça et je ne peux que vous conseiller de découvrir Dandadan. Ça ne change pas sa position dans mes classements, c'est donc fidèle à lui-même que Dandadan va prendre la note de 19 sur 20. Le manga suivant, je ne peux pas vous le présenter puisque c'est une lecture numérique via manga.io et il s'agit de Demain les oiseaux de Osamu Tezuka. Après avoir lu Ayako en janvier, ça a relancé mon désir de découvrir du Tezuka. Et ce qui tombe bien, c'est que sur manga.io, il y a pas mal de Tezuka disponibles dans les rééditions faites par Delcourt Tonkam. Et donc je peux me mettre un rythme de un Tezuka par mois jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus sur la plateforme. Et celui qui me faisait de l'œil, c'était Demain les oiseaux. Tezuka va nous amener dans un monde dans lequel les oiseaux dominent la planète et les humains deviennent du bétail. Tout ça dans une succession d'histoires courtes, voire très courtes. C'est-à-dire que le nombre de pages par histoire oscille entre 7 et 40 pages. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Ça renforce en fait mon désir de découvrir plus de Tezuka. Et la mise en scène de l'auteur est tellement absurde, mais aussi un petit peu flippante sur les bords, de voir ce que serait le monde si l'humain était la race dominée. Et moi j'ai
adoré de bout en bout. Vraiment, il y a certaines histoires qui sont extraordinaires. Ça peut être des histoires très courtes, hein. C'est pas parce qu'elles font que 7 pages qu'elles sont pas géniales. Mais c'est vrai que ma préférence va à certaines histoires plus longues. En tout cas, j'ai pris une véritable claque en lisant ce recueil d'histoires courtes. Et maintenant, il faut que je pense à quel sera mon Tezuka du mois de mars. Sachant que j'ai déjà lu Dororo, Ayako et maintenant Demain les oiseaux. À vous de me dire en commentaire quel Tezuka je devrais lire en prochain. Sachant que j'ai déjà quelques idées que certains d'entre vous m'ont déjà données. Comme pour Dan Dadan, ça sera un 19 sur 20 pour Demain les oiseaux. On passe à du Matsumoto avec Frères du Japon. Là aussi, on est sur un recueil d'histoires courtes. Là aussi, toutes les histoires ne font pas la même taille. Il peut y avoir 10 pages, il peut y avoir 20 pages, 30 pages. Matsumoto va confronter les personnages de ces histoires courtes à quelques-unes de nos grandes inquiétudes, comme le temps qui passe, comme la mort ou comme la différence. Déjà, j'ai trouvé qu'au niveau du dessin, c'était l'une de ses plus belles démonstrations. Il module son style par rapport aux histoires et c'est extrêmement bien fait. Et au niveau des histoires en elles-mêmes, j'ai passé un bon moment de lecture, toujours avec cette impression, comme dans d'autres œuvres de l'auteur, de pas toujours être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire de pas appréhender toute l'essence du message que veut faire passer Matsumoto. Je pense qu'il faut un certain degré de concentration, une certaine ouverture d'esprit aussi, pour être prêt à lire des œuvres de Matsumoto. Il faut que ça soit le bon moment. J'étais dans un bon moment, mais je l'ai peut-être lu trop vite. J'ai passé un bon moment de lecture, mais ça m'a pas transcendé non plus. Mais pour moi, ça sera tout de même un 15 sur 20. Clap de fin pour Glouton et Dragon avec le tome 14. À chaque fois que je revois ce tome, je me dis que tous ces personnages là en couverture vont beaucoup me manquer. Avec le recul, je me dis que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série. J'en profite d'ailleurs pour faire un double clin d'œil. D'abord, un clin d'œil à Saka qui m'avait envoyé le tome 1 pour que je puisse découvrir la série. J'avais adoré ce tome 1 et j'avais très vite acheté tous les autres tomes sortis. Et un deuxième clin d'œil, évidemment, à mon très cher Manga with Zayel, dont c'est le manga de cœur, dont il fait beaucoup de propagande sur Instagram. Et ça m'avait déjà quasiment convaincu d'acheter le premier tome au moment où Saka m'a proposé de me l'envoyer. J'ai beaucoup aimé ce tome de conclusion et j'ai beaucoup aimé la série dans son ensemble. Ça mélange fantasy, humour, gastronomie, en visant très juste à chaque fois. C'est impeccable au niveau du dessin. On s'attache énormément et très vite à tous les personnages. Je ne peux donc que recommander Glouton et Dragon et je vais mettre un 17 sur 20 à ce dernier tome pour l'ensemble de l'œuvre. On va ensuite parler du tome 1 de Golden Goal aux éditions Paquet. Je n'avais pas parlé de ce manga dans ma vidéo précédente sur les achats manga, tout simplement parce que je l'ai reçu très peu de temps après avoir tourné la vidéo. Mais je me suis dit qu'il serait plus intéressant d'en parler maintenant, puisque cette vidéo va sortir le 8 mars et que Golden Goal est sorti le 5 mars. C'est Guillaume Main qui est scénariste chez Paquet Éditions, mais aussi scénariste de Golden Goal, qui m'a proposé de m'envoyer le tome 1 de son manga, qui a été fait en collaboration avec Wei Jun Ni, qui est donc le dessinateur de Golden Goal. Donc merci à lui pour sa confiance. Il faut savoir avant toute chose que quand il m'a envoyé un message pour me proposer de m'envoyer ce tome, puisque je me suis dit que c'est un manga de football, je suis pas forcément la cible. Non pas que j'aime pas le football, quand on vit à Marseille en même temps, on baigne un petit peu dedans, mais c'est surtout que je suis pas un expert des mangas de sport en général. J'en découvre petit à petit avec Slam Dunk, avec Ping Pong, avec The Alpine Climber, mais comparé à certains collègues youtubeurs comme Manga Badass ou comme Le Monde de Tada, qui ont pas mal de mangas de sport dans leur collection, je suis peut-être un petit peu moins légitime à parler de ce genre. J'ai finalement accepté la proposition en le prévenant que j'étais pas la cible, mais que si le manga me plaisait, j'en parlais, et que si le manga ne me plaisait pas, j'en parlais pas. Vous vous doutez que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le manga m'a plu. Pour vous raconter un petit peu le pitch de base, on va suivre un personnage qui s'appelle Naïm, c'est un jeune immigré marocain de 14 ans, et dans les premières pages, on va le voir dans une sélection de joueurs de foot professionnels, où il passe justement l'examen pour être sélectionné ou non, et puis on va vite repartir à l'origine du récit, avec le trajet en bateau pour arriver clandestinement vers l'Europe. Et Naïm, il est pas tout seul, il est avec son frère. Et sauf qu'une fois qu'il débarque sur une plage d'Espagne, il va vite perdre de vue son frère. Il va faire quelques rencontres en arrivant en Espagne, dont une rencontre qui va peut-être changer sa vie. Des adultes qui semblent très intéressés par son profil et qui lui proposent de passer la frontière pour aller en France et devenir joueur de foot. Sauf qu'il va se rendre compte que ces gens-là sont pas très bien intentionnés et qu'ils font partie de la mafia, qui veulent l'utiliser pour faire passer des produits illicites à la frontière. Donc au final, dans Golden Goal, on a quand même pas mal de thèmes différents. On a le thème du sport, ça reste quand même le but principal du récit, on est dans un shonen, donc on sait que Naïm, son but c'est de devenir un grand joueur professionnel, mais ça va être mêlé avec d'autres thèmes comme la mafia, comme la trahison, l'immigration, et on peut se dire que ça fait beaucoup de thèmes, mais au final le mélange
opère bien. Et j'ai trouvé le récit très fluide, parfois même un petit peu trop. Il y a des moments où les auteurs auraient pu prendre un petit peu plus de temps, ça peut paraître rushé à certains moments. Mais en tout cas, il y a plein de bonnes idées. C'est une belle promesse pour la suite et pour moi, ça a été bien exécuté, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau du scénario. Il faut arriver à ne pas trop se disperser, rester vraiment dans ses thèmes et bien les exploiter. Mais je fais confiance à Guillaume Main pour avoir cette ligne tracée. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans ce manga. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'expérience d'autres mangas de foot comme Blue Lock, Aoashi, etc. Mais celui-ci m'a l'air quand même différent des autres dans les propos qu'il aborde. Et pour moi, c'est totalement validé. Et je vais donc lui mettre un très bon 15 sur 20. Vivement la suite. On continue avec Harem End aux éditions IMHO de Shintaro Kago, qui est un auteur que j'adore. On est sur un one-shot avec des histoires qui ont le même thème, c'est-à-dire une bande de jeunes filles qui vont créer un genre de collectif. Et leur but en fait c'est de rentrer dans la vie d'un homme, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent submergés par trop de femmes. Et la finalité c'est de lui en faire voir de toutes les couleurs pour arriver à ce côté très trash de Shintaro Kago. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais encore une fois Shintaro Kago a un talent énorme pour la mise en scène, pour ce côté grotesque, c'est l'un des meilleurs auteurs d'Eroguro qu'il existe. Et pour moi, impossible de me lasser de son style, surtout que là, on est dans le haut du panier de ses œuvres. Je me suis régalé encore une fois, et ce sera donc un 17 sur 20. On passe à un tout autre style avec le tome 7 de Hirayasumi. Avec 7 tomes en tout maintenant, on est sur la plus longue série de l'auteur. Mais qu'est-ce que c'est bon à chaque fois de lire un tome de Hirayasumi, j'ai besoin de ma dose. C'est d'une fraîcheur et c'est touchant, c'est drôle à la fois. Vraiment, je ne m'en lasse pas et Keigo Shinzo confirme son statut de l'un des meilleurs auteurs de Slice of Life. Petite mention spéciale pour la relation entre Natsumi et sa copine. C'est le genre d'amitié que Keigo Shinzo arrive à développer à merveille et je trouve qu'au fil des tomes, c'est de plus en plus touchant. Donc vraiment génial, ce sera un 18 sur 20 pour Hirayasumi. On passe ensuite à L'Auberge des Saisons Perdues, le tome 1, édité chez Naban. On va avoir une suite d'histoires qui vont se passer dans la même auberge. Cette auberge, elle est dirigée par une jeune fille qui semble pas très commode au premier abord. Et les clients qui se rendent dans cette auberge sont guidés par un homme. Et c'est toujours dans la même quête, c'est-à-dire pour retrouver quelque chose qu'ils ont perdu. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Il va y avoir plein de mystères dans cette auberge. On va se demander comment sont arrivés tous ces gens qui y viennent. Qui est cet homme qui les dirige vers cette auberge et surtout qui est cette jeune fille qui paraît très jeune pour gérer une auberge, et quelle est sa spécificité. Je sais qu'en général, en prenant toutes les œuvres de Naban, je vise dans la grande majorité du temps très juste, et c'est encore le cas avec L'Auberge des Saisons Perdues. J'ai adoré ce manga. Ne lisez pas trop de synopsis avant de commencer cette œuvre pour ne pas vous faire spoiler, parce que c'est important pour apprécier vraiment cette lecture. C'est une vraie expérience, et puis le style est génial. On sent que dans tous les mangas qui avaient été annoncés par Naban en août dernier, on retrouve un style assez similaire entre les auteurs et les autrices. Et c'est à chaque fois un style super agréable. Vous voyez, la couverture, elle est magnifique. Et ce qui est bien en plus dans cette salve d'annonces qui avait été faite l'année dernière, c'est que c'est très souvent des mangas qui sont déjà finis et des mangas courts. Donc celui-ci fera 3 tomes et les 3 tomes sortiront cette année. Le deuxième sortira fin mai 2025 et j'ai très hâte qu'il sorte. Donc si vous vous engagez dans cette série, c'est pas un gros risque, surtout que je suis quasiment sûr que vous allez aimer. Pour moi en tout cas, ce sera un 17 sur 20 très mérité. L'un des mangas que j'attendais le plus en 2025, toujours chez Naban, c'est L'éveil de Hibari. Là on a le tome 1, ce sera un manga fini en 2 tomes. C'est un manga qui va nous parler de tous les challenges de l'adolescence chez une jeune fille, de la difficulté de cette période de puberté. Et ce qui est hyper intelligent, c'est qu'on va rentrer dans la tête de chaque personnage qui va nous être présenté dans ce récit. C'est-à-dire que chaque chapitre, on est dans la tête d'un personnage. Ça donne une profondeur énorme à tous les personnages du coup. Et ce qui est intelligent aussi, c'est le trait de l'autrice, puisqu'il est très lumineux, comparé à ce qu'on peut voir dans du Asano, qu'on peut comparer un petit peu dans le même genre de récit. Et donc très lumineux pour aborder des histoires assez noires. Et ça crée un contraste superbe. Comme pour L'Auberge des Saisons Perdues, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais pour moi le pari est réussi. On verra comment l'histoire se conclut au 2e tome, et c'est un véritable coup de cœur dès le tome 1. Ça confirme toutes les attentes que j'avais placées dans ce titre. Il fera partie de mes titres préférés de l'année, sans aucun doute, puisque je vais lui mettre un 19 sur 20. L'habitant de l'infini ensuite avec ce tome 7, toujours aussi fan de cette série. L'un des meilleurs mangas de samouraï qui existent, même si en ce moment je suis en train de relire Vagabond, et on en reparlera sur la chaîne, mais cette deuxième lecture lui fait gagner beaucoup de place dans mon classement de mes mangas préférés. En tout cas, L'habitant de l'infini, c'est un sans faute
Depuis le début, on est à la moitié de cette réédition puisqu'on est à 7 tomes sur 15. Les dessins de Samura sont toujours aussi exceptionnels et la série l'est tout autant. Que dire de plus? C'est génial. Et ce sera donc un 18 sur 20 pour ce tome 7 de l'Habitant de l'Infini. On peut se dire il met plein de bonnes notes dans tous les sens, mais moi je suis très content, ça veut dire que je choisis super bien mes lectures et j'ai aussi super bien choisi la suivante puisqu'il s'agit du tome 2 de La Croisade des Innocents de Usamaru Furuya aux éditions IMHO. Autant j'avais bien aimé le tome 1 et ça promettait beaucoup de choses pour la suite, autant le tome 2 est d'un autre niveau. Pour moi, les planches que l'on trouve dans ce tome 2 de La Croisade des Innocents font partie des plus belles planches de toute la bibliographie de Furuya, et je sais de quoi je parle puisque j'ai lu tout ce qu'il avait sorti, en tout cas en France. Et l'intrigue qui avait été développée dans le tome 1 avec tout ce potentiel qui était présenté prend une toute autre tournure dans ce deuxième tome. Pour notre plus grand plaisir, c'est totalement captivant. Nos personnages, ils sont dans une mouise totale, et comme dans Litchi Carry Club, ils sont encore une fois super bien développés. Il y a toute une multitude de personnages, c'est ça la particularité de Furuya, c'est qu'il arrive à développer une dizaine de personnages en apportant de la profondeur à chacun d'entre eux. Et encore une fois, un tour de force de plus dans ce deuxième tome, ce sera donc un 18 sur 20 pour moi. Et ça aussi c'est du très bon puisqu'on va parler du tome 3 de La Planète Verte. C'est une série encore une fois de Keigo Shinzo, l'auteur de Hirai Yasumi. On est au 3e tome sur 4 et dans ce tome et même dans ce manga en général, chose assez rare avec Keigo Shinzo, on a le droit à beaucoup d'action. Lui qui était plutôt habitué en général au slice of life un petit peu contemplatif, mais quand il se met à l'action, ça marche très bien aussi. Et je trouve que La Planète Verte est arrivée en toute discrétion sur le marché du manga français. On entend beaucoup parler de ses autres séries, surtout Hirai Yasumi, mais La Planète Verte est une série qui pour moi est clairement en haut du panier des œuvres de cet auteur. On verra quelle sera la conclusion avec le tome 4, mais je suis totalement conquis. Et tout comme Hirai Yasumi, je vais donc lui mettre un 18 sur 20. Et on termine cette première partie de la tier list du mois de février avec une BD, Le Songe du Corbeau. Vous savez, normalement je lis pas trop de BD, mais là au scénario c'est Atelier Sento qui est un duo d'auteurs français que j'adore, qui d'habitude fait le dessin et le scénario. Et là ils ont décidé de faire juste le scénario et le dessin ils l'ont laissé à Alberto MC. On va suivre l'histoire de Koji qui a été kidnappé quand il avait 10 ans et qui vivait donc reclus dans une maison avec d'autres enfants. Une maison bien sûr isolée dans les bois, gardé par un monstre. Et on va faire un bond dans le temps puisqu'on va se situer 20 ans plus tard où il va y avoir toute une série de disparitions autour de Koji. Il va devoir faire face à son passé pour aider à retrouver le kidnappeur qui vraisemblablement serait le même que celui de son enfance. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le titre et je pense d'ailleurs n'y être jamais rentré malheureusement. J'ai bien aimé le style graphique, je vous avoue que je préfère quand même nettement celui de Atelier Sento parce que pour moi le récit est très complémentaire. En général, leur propos va très bien avec leur dessin. Et là, le fait de mettre leur imagination, mais avec le dessin de quelqu'un d'autre, je trouve que ça passe un peu moins bien. Une relecture sera certainement nécessaire pour apprécier le titre à sa juste valeur. J'avoue qu'aujourd'hui, même si ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, j'ai assez peu de souvenirs de ma lecture. En général, c'est pas bon signe, mais ça peut aussi vouloir dire que j'étais pas assez concentré pendant ma lecture. Donc je pense que d'ici quelques mois, je lui laisserai une seconde chance. Peut-être que je vais en profiter d'ailleurs pour relire toutes les œuvres de Atelier Sento. En tout cas, pour moi, ça sera pas plus que 12 sur 20. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois de février. N'hésitez pas à me dire non plus si certains titres présentés dans cette vidéo vous ont convaincu. Nous on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette tier list. Vous me direz aussi si le format comme ça vous plaît. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao.